Alors, les retraités sont bien contents de toucher les prestations de la Caisse de dépôt là, via la Régie des rentes du Québec, parce que c'est la Caisse de dépôt qui fait fructifier nos avoirs collectifs. Mais là, voilà que la Caisse de dépôt est l'objet d'une critique assez solide qui provient de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de la personne dans les territoires palestiniens, occupés depuis 1967. Elle dit donc que les investissements qui sont faits par la Caisse de dépôt dans ces secteurs-là ou qui concernent ces secteurs-là incitent au génocide. Alors, on va parler de ça avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste et qui s'intéresse particulièrement à ce coin-là. Raconte-nous d'abord, résume-nous le rapport de cette rapporteuse. Écoute, c'est un gros rapport. Hein? Puis ce que fait l'ONU, là, c'est de la belle job, de manière générale, si on y porte attention, évidemment. Le problème, c'est qu'on y porte assez rarement attention, justement. L'ONU, par exemple, est très critique du Canada en matière de traitement des affaires autochtones. À chaque année, depuis plusieurs décennies. L'ONU fait une belle job aussi en Afrique. J'étais au Rwanda, j'en reparlerai dans quelques instants, l'été passé, tu t'en rappelles, on s'en était parlé. Tout ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo. Bien franchement, l'ONU a bien des défauts, là, mais là-dessus, là, ces rapports-là, ils sont sérieux, ils sont crédibles, ils sont rigoureux et surtout sont relativement rapides. Là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que la Caisse de dépôt mérite une bonne paire de claques en arrière des oreilles. Notre Caisse de dépôt. Et j'ai tout le respect du monde, évidemment, pour les gens à la retraite qui reçoivent de toute évidence les montants requis, mais reste qu'il y a un enjeu absolument moral ici. Mais c'est quoi? C'est quoi? On achète, on place pas notre argent dans l'industrie du fusil puis du canon, quand même? Oui, justement. Ah, et c'est drôle, hein, parce que c'est là j'y arrivais. La Caisse de dépôt a une politique très claire. Une politique d'investissement en matière de développement durable et une politique de placement ou de refus de placement, si tu veux, dans tout ce qui a trait aux droits fondamentaux, tout ce qui violerait les droits fondamentaux, pour être plus juste. Et là, évidemment, quand tu regardes les entreprises qui reçoivent HD Hyundai, notamment, qui sont des entreprises militaires, et l'ONU te dit ici très clairement, il y en a qui font bien de l'argent avec le génocide, parce que dans le rapport en question, le mot génocide, là, il est tapissé. Et c'est la même rapporteure qui, l'année passée, à pareille date, en 2024, avait dit, c'est un génocide qui est en train de se passer. Il y a 3 des 5 conditions qui sont remplies. Évidemment, 1 an plus tard, ces conditions-là, de toute évidence, sont encore remplies, sinon davantage. Et là, elle est en train de nous dire, Québec, fais bien attention, là, parce que tu encourages un génocide et Québec, tu as du sang sur les mains. Mais moi, je trouve ça un peu gros quand même. Si tu as investi dans Hyundai, Hyundai font des autos aussi, c'est un méga... oui, mais attends, là... un conglomérat, là, qu'on peut dire, puis ils ont une partie où ils font des armes. Est-ce que tu es capable de savoir où tu places ton argent? Je pense que le HD Hyundai... Là, le HD, c'est le HD. Écoute, je suis pas un spécialiste en affaires militaires. Mais il y a une affaire que j'aimerais dire là-dessus. Eisenhower, tu te rappelles, l'ancien président des États-Unis, Dwight, quand il est parti dans son discours d'adieu, il a dit une chose bien marquante. Il dit, la plus grande menace pour la démocratie, c'est le complexe militaro-industriel. Et je pense qu'on peut inclure dans la démocratie toute la question des droits fondamentaux ici. Il y a personne, la Caisse de dépôt n'a pas voulu répondre à l'article, au journaliste de la presse, Karim Benessaïe, a même pas voulu daigner une réponse. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils investissent dans des trucs du genre. Ils sont pas innocents. As-tu idée combien de gens travaillent à la Caisse de dépôt pour procéder à ces investissements-là? Mais à part Hyundai, là, est-ce qu'on a une idée, là? Ben, le fabricant d'armes, Lockheed Martin, ça me semble assez clair. Lockheed Martin, ils vendent pas des baskets. C'est comme assez évident. Caterpillar, même affaire, qui est aussi un des gros du complexe militaro. Mais c'est parce que... Tu sais, moi, ma question, là, pas, la rapporteuse, elle doit travailler ses sources, là, puis étudier dans le détail. Mais Caterpillar, pour moi, c'est quelqu'un qui fabrique des machines pour scier du bois. Alors, peut-être qu'ils ont une division pour faire des armes, mais est-ce que ça veut dire que la Caisse de dépôt investit dans la division spécifique qui construit des armes ou Caterpillar qui coupe du bois? Le rapport de l'ONU est assez précis, là. Dans le sens où, tu sais, si elle pensait que cet argent-là avait été investi dans les pièces de char de Hyundai, je pense pas qu'elle aurait écrit là-dessus. Mais évidemment, j'y ai pas parlé, j'ai pas posé la question. Mais dans le rapport, elle précise très bien la question de fabrication d'armes. L'argent du Québec est investi
dans le complexe militaro-industriel en partie. Moi, je te pose la question parce que souvent aux États-Unis, on accuse les émanations, les organismes issus de l'ONU d'avoir un parti pris plutôt à gauche et donc de pas être dans la nuance quand il s'agit d'analyses comme ça. Mais quand même, tu sais que c'est les Américains, ils pensent ça là, quand même. Le gouvernement, généralement, il dit ça. Ouais, OK. Pas juste Trump, avant Trump aussi. OK. Qu'est-ce que le gouvernement américain pense, honnêtement, de la question du complexe militaro-industriel? Je veux pas te faire de peine, là, mais je pense qu'ils sont quand même pas pire biaisés. C'est ceux qui font pas mal d'argent. Voilà, on va partir avec ça. Là, faut pas être naïf, faut pas prendre les gens pour des niaiseux non plus. Mais pour le reste, tu me dis que l'ONU est à gauche. Moi, je te dis que l'ONU est lucide. C'est pas de la gauche. Ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Puis quand je te disais en teaser, qu'est-ce qu'il y a de plus épouvantable dans cette affaire-là? C'est pas tant la nouvelle. C'est que dans 3 heures, on n'en parlera plus. Ouais. Puis demain, on va faire comme si ça n'existait pas. Puis le génocide, quel génocide? Je n'ai pas entendu parler de génocide. Quand je suis allé au Rwanda l'année passée, c'était pour le 30e anniversaire. Et je te dis qu'il y a du monde. Évidemment, c'est un contexte qui est particulier. Là, faut pas faire d'analogie à brûle-pourpoint non plus. Mais n'importe qui là-bas va te dire la chose suivante. Tu sais, on le voyait, là, on l'a vécu, puis ça s'est passé beaucoup plus rapidement que Gaza, évidemment. Je le répète, c'est un autre contexte. Mais les remords des Occidentaux en rapport à ça, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Un Bill Clinton qui a dit « La pire affaire que j'ai faite pendant mes mandats, a été de ne pas m'investir au Rwanda, de ne pas avoir fait le job, d'avoir laissé ça passer, d'avoir gardé le complice. » a fait une profonde dépression à cause de ça. Écoute, Général, si vous ne savez pas, qui était responsable des forces militaires de l'ONU, qui étaient sur place, qui en principe devaient arbitrer ces conflits-là. Il demandait désespérément à l'ONU plus de moyens, puis il n'y en a pas eu, mais il s'est senti coupable aussi. Puis la Belgique, dès qu'il y a eu le premier attentat, la première journée, la Belgique a fichu le camp, qui était son ancienne colonie. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Te dire que à toutes les fois qu'il y a un génocide, on regarde d'ailleurs. Parce que c'est trop compliqué, ça fait trop mal, ou c'est bon. Peu importe, ça, c'est les gens de bonne foi. Puis il y a des gens de mauvaise foi, comme Netanyahou et sa gang, qui évidemment non seulement commettent le génocide, mais je parle de la gang plus large, en profitent. Quand Donald Trump te parle de Riviera Gaza, construire des condos dorés sur des tombes, sur des cadavres d'un génocide, ça n'a pas d'allure. Merci. Sûr. Mais tu vois, moi, au début, j'étais pro-israélien dans le sens où tu dis c'est normal quand ils arrivent dans la vie de tous les jours et on a vu les atrocités qui ont été commises par le Hamas. Dans une journée, là, je veux dire, ils ont enlevé du monde, mais ils en ont tué, puis ils en ont décapité, puis bon. Et je comprenais cette réaction d'Israël de dire hey, c'est assez. Mais là, c'est assez. Là. Je veux dire, à un moment donné, OK, on a compris le message, il fallait que tu te venges, mais à un moment donné, tu vas arrêter où? Et là, est-ce que tu crois, là, puisqu'on en est là-dessus, est-ce que tu crois aux possibilités qu'il y ait une trêve? Là? Parce que Donald Trump dit je pousse pour qu'il y ait une trêve. Est-ce que Netanyahou est dans sa petite poche au point où il pourrait accepter une trêve ou il n'y a rien à faire avec ça? Si Trump est sérieux, il dit réellement à Netanyahou, là, ça va faire. Netanyahou, il va prendre son trou. Netanyahou ne peut rien faire au Moyen-Orient sans l'appui des Américains. Mais tu penses pas qu'il lui dit ça, Trump? Parce que Trump, là, moi, je peux te dire à lire, c'est trop de social. Il veut le prix Nobel de la paix. Il aimerait ça, avoir le prix Nobel de la paix. C'est vrai, mais c'est ça qu'il veut. Trump, faut que tu l'analyses de même. Oui, mais j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale. Moi, mais je patine sa bottine. Ça arrivera pas. Il faut arrêter de se compter des histoires. Non, mais lui, il pense que ça va. Non, mais je comprends. Kissinger l'a eu le prix Nobel de la paix rendu là. Peut-être que je pourrais jouer dans la Ligue nationale, moi aussi. Mais une fois qu'on a dit tout ça, pour revenir à ce que tu dis, puis je finis avec ça. Le droit international, ça sert rarement à quelque chose, mais ça peut servir par contre de boussole. Sur le truc du 7 octobre dont tu parlais, Israël a le droit à la légitime défense. Mais là arrive un moment donné où, quelques mois plus tard, on voit très bien que cette légitime force-là, la légitime défense-là, n'est plus proportionnelle à tout ce qui est en train de se produire. Et là, on est dans un cadre, je le répète, de génocide, puis je termine en te disant ceci, par rapport à ce que tu viens de soulever comme question. Dans le rapport de l'ONU, il est écrit noir sur blanc. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent avec ce génocide. Alors, à ta question, est-ce que Trump va mettre les freins à Netanyahou? Je pense que l'ONU y répond au moins en partie. En tout cas, ce rapport-là, il existe, tu le dis. La Caisse de dépôt n'a pas réagi à l'article de la presse, qui vient tout juste de tomber d'ailleurs. Et on va essayer d'avoir ces réactions-là. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, Frédéric. Plaisir, mon ami. Aujourd'hui, bonne fin de semaine, parce qu'on se revoit juste lundi. Et au retour, on va parler d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si vous avez réagi comme moi, mais la nomination de Claudine Bouchard, qui est maintenant à la tête d'Hydro-Québec,
je sais pas, ça me laisse perplexe. Parce qu'on était supposé avoir le kingpin, là. Michael Sabia, était supposé d'être le gars qui allait mettre en place ce fameux plan énergétique du gouvernement qui avait été justement passé par Fitzgibbon. Fitzgibbon sacre son camp, Sabia sacre son camp, et là, on se retrouve avec l'ailier gauche du troisième trio. Est-ce que, pour l'image d'Hydro-Québec, c'est pas un peu brinque-ballant dans 3 minutes après la pause?